Éric Danon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio J. Vous avez été ambassadeur de France en Israël entre 2019 et 2023. Benjamin Netanyahou a annoncé hier la mort de Mohamed Sinwar, le chef du Hamas qui avait pris la suite de son frère. C'est une victoire militaire. Est-ce que c'est aussi une victoire politique pour Benjamin Netanyahou ? Oui, enfin, le plus important, c'est la victoire militaire, bien entendu, et ça correspond à un affaiblissement, bien sûr, du Hamas. Donc, on peut dire aussi que c'est une victoire politique. Maintenant, dans le système du Hamas, il sera vite remplacé, mais probablement par quelqu'un de moins fort. Et il y a quand même entre la mort de Yahya Sinwar puis celle de son frère, et maintenant sans doute évidemment quelqu'un d'autre qui va arriver, il y a une baisse de niveau, pourrait-on dire, dans la force du Hamas, dans la force de sa direction. Est-ce à dire qu'on peut envisager à un moment donné un Hamas qui rend les armes et qui accepte l'exil des armées ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il rend les armes, mais on voit que le Hamas est vraiment en train de perdre la guerre militaire. Et c'est pas un pieux, un wishful thinking. Non, il est de plus en plus affaibli. Et peut-être qu'à un moment, effectivement, il sera temps de le dire clairement. Mais le Hamas n'a pas vocation à dire qu'il a perdu. Dans son système, l'important, ce n'est pas de gagner au sens militaire du terme comme nous l'entendons. Ce qui est important, c'est de continuer à combattre. Donc, tant qu'il combat, il dit qu'il gagne. Et actuellement, en plus, je dirais, l'appréciation que nous pouvons porter est modifiée à cause du fait qu'il reste des otages. Imaginez un instant qu'il n'y ait plus d'otages, alors je pense que tout le monde s'accorderait à dire que le Hamas a perdu cette guerre. La guerre a changé de nature depuis quelques semaines, depuis l'opération Chariot de Gédéon, changé de nature militaire, le projet politique aussi sur Gaza et son impact géopolitique. Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur le schéma ancien bien, il faut simplement que Gaza soit un territoire non hostile à Israël. C'était le troisième objectif de Netanyahou après la destruction du Hamas et le retour des otages. On est maintenant dans quelque chose de très différent, où Israël rentre à Gaza, occupe le terrain. Et Trump a toujours dit qu'il souhaitait, lui aussi pourrait-on dire, transformer Gaza en l'occupant. Donc on est dans un schéma très, très différent, hein, bien entendu. Et qui peut réussir ? Ça, on va voir. Ça paraît, c'est très curieux. Il y a quelque chose d'irréel dans cette manière de considérer les choses, parce que on ne règle toujours pas un problème qui est fondamental, qui est que faire des Palestiniens si on applique ce type de solution entre guillemets. Et c'est une des difficultés aussi bien pour Netanyahou que pour Trump. Ils disent voilà comment nous allons réaménager Gaza, l'occuper, mais ils ne disent toujours pas que faire des Palestiniens. Alors il y en a par moment c'est ils vont partir ailleurs, par moment ils disent on va les mettre dans quelques endroits bien précis, mais tout ça n'est pas vraiment une solution politique. Donc il y a encore des étapes à franchir, si l'on peut dire. Une autre étape dans la vie géopolitique, ça sera ce sommet en juin prochain où la France pourrait reconnaître l'État palestinien dans un processus de reconnaissance mutuelle d'Israël par d'autres pays arabes. Est-ce que ça vous semble un objectif accessible ? Il reste moins d'un mois. Non, je trouve qu'il était intéressant d'avoir un système de reconnaissance mutuelle, mais avec des vraies conditions, c'est-à-dire on reconnaît Israël si les pays arabes reconnaissent Israël ou des choses comme ça. Mais là, ça n'est pas un système de conditionnalité, donc ça n'est que la volonté d'une dynamique de reconnaissance. On verra bien ce qu'elle donne, mais franchement,
ça tombe, on pourrait presque dire, au pire moment, c'est-à-dire où Israël est complètement opposé à la reconnaissance d'un État palestinien et où des pays arabes ne souhaitent pas reconnaître Israël, même s'ils pourraient le faire à certaines conditions, à savoir qu'Israël reconnaisse justement l'État de Palestine. Vous imaginez aujourd'hui des pays arabes, vu ce qui se passe à Gaza, qui oseraient, j'allais dire, reconnaître Israël en ce moment? Ça m'étonnerait. Rien n'est impossible, hein, mais franchement, je trouve que l'idée dans laquelle on met tout à plat et tout le monde reconnaît tout le monde pouvait avoir du sens, mais alors le timing me paraît aujourd'hui tout à fait désastreux. Et est-ce que ce n'est pas plus important finalement pour la vie quotidienne de toutes les parties que les accords d'association entre l'Union européenne et Israël? Ils sont menacés et on n'en parle presque pas. Les accords, oui, ce serait gênant s'ils sont annulés. Il y a une grosse discussion là-dessus, mais à Bruxelles. Ça gênerait Israël, surtout pour l'accès à certains programmes, ça gênerait aussi beaucoup l'Union européenne. Donc, on va bien voir. La question, c'est que l'Union européenne est très divisée sur le sujet. Vous avez des pays qui veulent absolument faire pression ou punir Israël en supprimant en bloquant l'accord d'association, et d'autres qui, au contraire, veulent continuer. Et c'est ce que reflète cela, c'est qu'au fond, l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord quant à l'attitude à avoir vis-à-vis d'Israël. La relation franco-israélienne est particulièrement dégradée, au moins dans les mots. Ce que fait Israël est une honte, disait Emmanuel Macron. Netanyahou réplique en disant que Macron se met du côté des terroristes. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Non, il y a eu des périodes très fortes, très violentes même, entre la France et Israël, la première ayant été, bien entendu, en 1967. Le peuple sûr de lui est dominateur de Gaulle. Oui, alors toutes les phrases malheureuses, j'allais dire un petit peu des deux côtés, mais c'est vrai que là, on est arrivé à un point de tension entre le président de la République et le Premier ministre israélien qui est extrêmement élevé. Renforcé par le fait qu'ils sont tous les deux un peu en bout de course politique dans leurs pays respectifs. La politique extérieure, c'est toujours le reflet de la politique intérieure. Dans les deux cas, c'est-à-dire que du côté d'Israël, c'est la question de la coalition, notamment avec Smotrich et Ben Gvir, qui fait aller Netanyahou dans une certaine direction qui paraît inacceptable pour la France. En France, il est évident que la position du président de la République est très déterminée ou surdéterminée par des éléments de politique intérieure, et on voit 2027 se profiler derrière tout ça. On peut réparer cette relation franco-israélienne assez facilement, notamment après ces échéances ? Ah oui, moi j'ai toujours vu qu'il était possible de retricoter une bonne relation. Ce qui est beaucoup plus compliqué à refaire, c'est la confiance. Et la perte de confiance, il faut vraiment beaucoup de temps. La relation au sens des relations économiques, universitaires, sociales, même de sécurité, elle peut se refaire relativement vite, pour peu qu'il y ait une vraie volonté des deux côtés de le faire. On a eu, je crois, dans les années récentes, l'exemple de cela. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à la relation avec des personnes différentes. Je suis plus inquiet sur la question de la confiance, parce que, encore une fois, ça, c'est très long à refaire, et ça se pose avec des actes concrets de coopération, des actes politiques et des actes symboliques. Ça n'est pas la bonne période en ce moment. Est-ce que vous voyez dans le personnel politique français ce souci-là quand vous en parlez? Est-ce que vous voyez cette idée de la confiance au cœur de notre débat?
Non, ça n'est pas le point clé. Il y a une souffrance justement de ce manque de confiance réciproque entre les deux pays qui affecte particulièrement la communauté juive et du côté israélien les franco-israéliens qui vivent là-bas. Mais non, on ne peut pas dire que ce soit le point clé. Le point clé, c'est que la situation actuelle et la guerre à Gaza ont profondément divisé la communauté juive en France et d'ailleurs aussi, on peut dire, qu'il y a un problème en Israël, c'est-à-dire que vous avez de vrais problèmes de politique intérieure, de violence intérieure entre des gens qui ne sont plus du tout d'accord sur la perspective. C'est ça le point clé. Tout le reste, c'est-à-dire la coopération au sens concret, tout cela peut s'arranger. On a deux pays déchirés face à face, quoi. Oui, parce que vous avez deux points clés. Le problème, c'est pour ici, en France, la question pour la communauté juive, c'est est-ce que ce que fait Netanyahou pour sauver la sécurité d'Israël pose des problèmes à la diaspora. Et donc, parce que, évidemment, vous avez une montée de l'antisémitisme dans le monde. Ce qui pose la question clé de savoir si Israël est un pays qui est conçu pour protéger les Juifs à l'intérieur d'Israël ou aussi pour protéger les Juifs en diaspora. Et parce que par un système de vases communicants, actuellement, plus vous protégez les Juifs en Israël, plus c'est la diaspora qui souffre. Et là, il y a quelque chose de fort, évidemment, pour la communauté juive en France. L'autre chose, c'est que vous avez une division de la communauté juive, on le voit en France, avec des débats très, très forts sur la question morale, la question de la justice, la question de que fait Israël et où va Israël. Et donc, à la fois, il y a un soutien global, évidemment, à Israël, mais une déchirure interne par rapport à la politique menée par Netanyahou. Un tout petit mot pour finir, parce que c'est votre spécialité, les armes nucléaires. L'Iran est-il aussi proche que l'on le dit d'obtenir la bombe ? Alors, vous avez deux choses. En termes d'enrichissement, il a à peu près ce qu'il faut et la capacité de fabriquer 3 ou 4 bombes, mais il n'a pas tout ce qui permet de faire exploser une bombe en termes de la chaudronnerie qui va autour, pourrait-on dire. Et donc, s'il fallait dire quelque chose là-dessus, je dirais que s'il faisait un effort absolument colossal, industriel, pour faire détonner quelque chose, il lui faudra à peu près 2 ans pour y arriver, et encore, probablement avec l'aide soit des Russes, soit de la Corée du Nord, soit du Pakistan. Mais c'est pas pour demain. C'est pas imminent. Éric Danon, merci infiniment. Bonne journée à vous, à une prochaine fois. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve demain à 7h45 et votre invité, il me semble, est-ce qu'on l'a Christophe, votre invité de demain ? Oui, c'est Dan, Eh votre bien, ami Dan. À demain, Dan Kataribas. Radio J, retrouve